Bon, est-ce qu'on passe à de l'analyse concrète de la situation concrète? Parce que là, c'est infernal, hein. Là, c'était dur et moi, nous, on regarde ça, quand on a envie. Pensons à notre camarade Usul qui, lui, est payé pour ça et quand on parle de pénibilité au travail et ben, on pense à Usul. J'espère qu'il a quand même 1 ou 2 années de retraite gagnées en supportant ça parce que franchement, c'est chaud. Ah ouais, l'enfer d'être là à côté de Jean Massier, à côté de Tondelier, à rien pouvoir dire. En vrai, ouais, Lumi a fait des meilleurs choix que Usul sur ce coup-là, hein. Alors, outils d'analyse idéologique. On va voir où se trouvent, en termes de classe, nos amis des Verts ensuite. Puis on verra d'autres gens. On est prêt, Padu? On passe au Ouais. dur? Parce que là, c'était l'intro. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Alors, vous prenez vos papiers, vos crayons. Et puis, il y aura une interro à la fin. Ok, let's go. Alors, pour analyser les classes sociales, et on va vous le montrer ensuite un peu en détail, on va utiliser un diagramme qui va répartir sur 2 axes les positions sociales dans le rapport de production. Alors, il y a un axe horizontal que vous connaissez qui va être le rapport capital-travail. Donc, c'est vraiment le rapport Karl Marx. Vous pouvez l'appeler l'axe Karl Marx. Voilà. Et donc, on va avoir les gens qui vont euh, reproduire leur vie, reproduire leurs moyens de production avec le travail. Donc, tendanciellement, ils vont être sur la gauche. Et donc, des gens dans le rapport, dans la division du travail qui vont reproduire leur vie, leur matérialité, tendanciellement avec du capital. Entre les deux, bah, vous allez avoir des gens qui accumulent, qui reproduisent leurs conditions d'existence avec du travail et du capital. On va voir. Puis Donc vous en allez gros, le avoir. gars, attendez, je reprends, je Vas-y. traduis. Alors, en gros, le gars tout à droite, c'est un type, il est né, il a directement hérité, il est directement actionnaire et il gagne son argent que par le capital et il est tout à droite. Et le gars Exactement. tout à gauche, c'est vraiment le prolo qui ne peut vendre que sa force de travail pour vivre et qui n'a aucun capital. Voilà. Et lui, il est tout à gauche. Et entre deux, bah, il y a des gens qui sont plus ou moins bénéficiaires quand même de revenus du capital ou non, qui sont pas totalement bourgeois. Vous allez avoir des petits bourgeois, vous allez voir des gens qui sont un peu mieux rétribués parce qu'ils touchent une rente du capital ou une rente de l'impérialisme ou des choses comme ça, qui font qu'ils sont pas totalement à gauche, quoi. Exact- Exactement. Donc, alors je vais mettre les. Et puis si je dérape, pas du tout, je vais mettre les coms au cas où. Si vous essayez d'être bienveillant, de pas me troller. Le truc que je fais qui est bête de dire ça, parce que les gens vont le faire exprès. Mais Ouais. au cas où il y a des questions. Mais Donc ils disent à droite c'est Elon Musk et à gauche c'est le chat, alors exactement. capital, voilà. Donc, alors si vous voulez vraiment prendre des personnifications, attention de ne pas trop personnifier, parce que sinon vous allez tomber dans la critique du capitalisme tronqué que la verte critique va vous reprocher. Mais si vous voulez personnifier, dans le capital tout à droite, le maximum que vous pouvez avoir, ça va être la fille de Xavier Niel et je sais plus c'est quoi son prénom, la fille de Bernard Arnault. Donc ça, c'est vraiment la jeune fille, je sais pas quel âge elle a maintenant, 12 ans, 13 ans, qui est vraiment le plus à droite possible. Elle, vous savez, elle est la fille de Niel et Arnaud, elle ne travaillera jamais. Donc là, on est vraiment tous à droite. Et puis bah, dans le travail, normalement, vous représentez un peu mieux, parce que je pense qu'il y en a des gens dans le chat, c'est des gens que vous avez aucun capital qui fructifie, aucun capital que vous pouvez revendre ou valoriser, pas de propriété, simplement vous gagnez votre vie avec le salariat ou voire même d'autres formes du non-salariat, et voilà. Du Donc c'est les travail gens qui ne même. sont rien, quoi. Voilà, non, mais tu peux même, par exemple, on va mettre des gens des travailleurs du sexe, par exemple, là-dessus. Ils vont vraiment être, eux, tout à gauche, parce qu'en plus, ils sont dans des conditions, on va le voir, de faire du travail sans les conditions de salariat protecteur. Donc, c'est vraiment les gens les plus exploités au monde, et il faut être solidaire avec eux. Voilà. Est-ce que ça va pour l'axe Karl Marx, l'axe horizontal? Ouais. Bon, Ok. ça on le comprend, ouais. Noté. Voilà. Ensuite, vous avez l'axe qu'on va appeler l'axe Pierre Bourdieu. Voilà. L'axe des Euh, ordonnées. de quoi? Qui est l'axe des ordonnées. Voilà, qui est l'axe des ordonnées. Donc, on a les abscisses avant, les ordonnées. Donc, l'axe vertical. Et vous allez voir, donc, dans l'axe Pierre Bourdieu, toute la hiérarchie en termes de capital social, hein,
où vous allez voir le niveau de hiérarchie dans la division du travail, c'est-à-dire le niveau de diplôme et donc le niveau de hiérarchie dans la structuration de la division du travail. Donc, exécutant, vous avez rien du tout comme diplôme, voilà, vous avez rien du tout comme qualification, donc vous êtes ce qu'on appelle ouvrier spécialisé, par exemple, hein, intérimaire, voilà, les gens, vous venez, vous êtes payé à la tâche, etc. Et puis, tout en haut, vous êtes haut dirigeant. Alors, vous allez pouvoir être haut dirigeant d'entreprise, vous allez, universitaire, médecin, etc. Donc, on va mettre Badu, Zoé, on va se mettre tous, voilà, et puis vous allez pouvoir vous représenter, etc. Ces deux axes. Et donc, vous allez voir que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va pas simplement avoir cette fait d'avoir deux axes, vous nous montrez les tendances à la fausse conscience de certaines personnes qui vont probablement détenir peu de capital, mais avoir un niveau de supériorité intellectuelle qui va les rendre conservateurs, et d'autres gens qui vont avoir peut-être beaucoup de capital, mais à un niveau bas, qui vont les rendre peut-être réactionnaires, etc. On verra ensuite dans le graphique suivant les tendances historiques objectives de chacun des carrés de la matrice. Faut que je passe au Est-ce suivant? que c'est clair? Ouais, je pense que c'est clair. Donc en gros, de gauche à droite, vous avez le niveau de capital. Est-ce que vous êtes un prolo? Est-ce que vous êtes un bourgeois? Et de haut en bas, vous avez un peu ce que Bourdieu appellerait le capital culturel ou du capital qui n'est pas du capital au sens marxiste du terme, au sens de propriété lucrative et tout ça, mais au sens de j'ai un diplôme, j'ai un poste de pouvoir, j'ai tout ça, quoi. Est-ce que j'ai Voilà. résumé pour les plus débiles? Tout à fait. Allez, on passe au suivant, On passe au slide suivant. qui est ceci. Alors là, les gens ne voient rien, je pense. Je remettrai je le remettrai. C'est pas très grave que les gens voient pas clairement Voilà. là. Je remettrai une plus belle Tu peux image zoomer en un peu, post-prod. non? Tu Quoi? peux zoomer dans Twitch ou pas? Ah si, vous pouvez zoomer sur l'écran Twitch. Ah, ça peut être Ah pas bon? mal. Vous Ouais. pouvez zoomer. Mais si tu peux De toute façon, on zoomer, s'en voilà. fout, vous lisiez toutes les bulles, hein, c'est pas le Voilà. problème. On pourra vous le mettre On en va plus. vous montrer, en fait, c'est intéressant. Donc On là, fera on a un même de gauche un peu quand même. ouais. On a on a distribué donc toutes les catégories, ce qu'on appelle maintenant plus les CSP, maintenant ça s'appelle les professions et catégories socio-professionnelles, les PCS. Donc si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Il y a toute une nomenclature PCS de l'INSEE qui classe toute la division du travail avec plusieurs niveaux. Et donc là, on va voir toutes les PCS. Alors, vous allez voir sur l'axe, ce qui est intéressant, on va prendre des représentations. Est-ce que tu peux zoomer sur certaines, Padu, pour voir un peu dans les carrés ce qu'on a de représentatif? Mais pour vous donner un ordre d'idée, Tu quand veux vous jouer où? allez être en bas à gauche, là, ce qu'on a dit, vous allez avoir des gens qui ont très peu, ouais, très bien, voilà, très peu de travail, qui sont que orientés vers le travail et très peu de qualifications. Donc vous allez avoir les ouvriers agricoles, les ouvriers non qualifiés, les ouvriers spécialisés, etc. Ça, c'est vraiment les gens qui sont les plus précaires. euh, et puis, voilà. Pour info, les gens qui sont chômeurs appartiennent à leur PCS. Vous voyez, quand vous êtes chômeur de ouvrier non qualifié, etc., vous êtes dans cette PCS-là, etc. Ensuite, à l'autre bout, tiens, mets-toi en bas à droite. Tiens, on va faire un terreau. Maintenant que tu es zoomé comme ça. Euh, En bas à droite, d'après vous, on va trouver quoi? C'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de capital, mais qui sont pas très hauts dans l'échelle de hiérarchie. Des gens que Bourdieu ne placerait pas en haut, mais qui seraient en haut au niveau du marxisme, quoi, qui seraient en haut au niveau de la domination de En fait, classe, quoi. c'est des gens qui vont, par exemple, vivre de leur capital, mais qui vont en accumuler pas beaucoup et qui seront pas considérés comme supérieurs dans l'ordre social. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir les petits commerçants, les petits agriculteurs, les petits anciennes professions libérales, etc. Vraiment des petits boutiquiers qui, eux, travaillent de leur capital, font fructifier leur petite boutique, mais
n'ont pas de place dans la société particulièrement importante, ne sont pas considérés comme des hauts diplômés, des hauts dirigeants, etc. Et donc, ils se retrouvent dans cette partie-là en bas à droite. Voilà. Tout en haut, là, dans la carte, dans le truc, dans le carré dans le carré des gens qui ont réussi. Voilà, au sens. Vas-y, tu peux dézoomer si tu veux. Dans le carré qui ont réussi, des gens qui ont réussi, on va trouver les chefs d'entreprise, de très grosses entreprises, de 10 salariés au plus, les professions libérales, les ingénieurs, les agriculteurs de cadre et d'exploitation. C'est des gens qui, eux, sont extrêmement importants en termes de capital social dans la hiérarchie culturelle et dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire dans leur position hiérarchique, le fait d'être dirigeant, d'avoir des diplômes d'ingénieur, etc. Et en plus, qui accumulent beaucoup de capital. Voilà. Et ça, et donc, ce qu'on va voir, vas-y, dézoom, pas dû. Ouais, je suis dézoomé. Ouais, parce que j'ai un peu un décalage, c'est pour ça. Voilà. Et donc, ce qu'on voit au milieu, par contre, au milieu, c'est intéressant. Vous allez voir les gens qui sont intermédiaires. Donc, vous allez voir des classes sociales qui ont un peu de capital, un peu de travail. Vous allez voir, par exemple, tous les fonctionnaires ici, sur l'axe 0. Voilà, parce que là, on va être à moins 10, plus 10 sur les deux axes. Et au niveau 0, vous allez avoir tout ce qui est fonctionnaire, etc. C'est des gens qui sont quand même du côté du travail, mais ils disposent quand même d'un petit peu de capital social, et en accumulent au fur et à mesure de leur vie. Et ça reste quand même le fait d'être fonctionnaire, d'avoir un statut, une forme de capital qui nous fait sortir du salariat généralisé de l'exploitation bourgeoise, mais nous rend pas non plus bourgeois de l'autre côté et nous rend pas non plus capitaliste. Donc on va les mettre au milieu. Et puis on va les classer. Et donc vous allez voir justement les professeurs des écoles, les professions intermédiaires, les employés civils de l'agence policier, la police, etc. Et puis tout en haut, vous allez avoir la haute administration. Hein, on va avoir des gens vraiment très diplômés, très compétents, très valorisés, etc. Mais qui sont ni vraiment des capitalistes, voilà, les professeurs, etc. Voilà. C'est Bernard Friot. C'est la classe Bernard Friot. Exactement. Voilà, Bernard Friot, il est là. Hein, et puis vous allez comprendre pourquoi après son niveau de salaire. Vous voyez, donc l'axe Bernard Friot, son salaire à vie, c'est de rester que sur l'axe vertical. Et comme ça, quand il vous explique Bernard Friot, le niveau 5 du salaire à vie de Bernard Friot, il est cohérent parce que c'est ceux qui sont tout en haut de l'axe Bernard Friot, quoi. Voilà, donc les professeurs d'université. Mais qui ne sont ni des salariés, ni des capitalistes. Voilà. Est-ce que J'ai une c'est question clair? pour le chat. Qui se trouve au point 0, 0, abscisse 0 et ordonnée 0, qui se retrouve au milieu de l'axe Marx, de l'axe de l'exploitation, Voilà. et qui se retrouve au milieu de l'axe de la domination. Parce que c'est comme ça en fait qu'on pourrait les appeler, peut-être pour que ce soit le plus clair. De haut en bas, c'est la domination. Plus t'es en haut, plus tu domines, plus t'es en bas, plus t'es dominé. Et de gauche à droite, c'est l'exploitation. Plus t'es à gauche, plus t'es exploité. Plus t'es à droite, t'es exploiteur. C'est pour ça que Chris expliquait que au milieu, t'es fonctionnaire. T'es ni exploiteur ni exploité. Par contre, quand t'es professeur d'université, t'es plutôt dominant. Donc t'es en haut. T'es en haut, mais au milieu. Par contre, quand t'es chef d'entreprise de 10 salariés ou plus, là, t'es tout en haut à droite parce que t'es à la fois exploiteur et dominant. Quand t'es agriculteur sur une moyenne exploitation, t'es plutôt en bas à droite parce que t'es plutôt dominé. T'es un peu en dehors des considérations de la classe Marine Tondelier, bobo mondialiste, mais t'es un peu quand même un bourgeois dans le sens où t'es un propriétaire terrien, on va dire, et du coup, t'as quand même du capital, donc t'es en bas à droite. Et puis quand t'es ouvrier agricole, que tu bosses pour ce mec-là, t'es à la fois dominé parce que on parle même pas de toi sur RMC, on interviewe l'agriculteur de moyenne exploitation, voire de grande exploitation sur RMC. Et puis, en plus de ça, t'es exploité. Donc, t'es tout en bas à gauche quand t'es ouvrier agricole. Donc, vraiment, de haut en bas, la domination, de gauche à droite, l'exploitation. On comprend bien le schéma comme ça pour pouvoir classer les catégories socio-professionnelles. Voilà. Et donc, il y a des bonnes questions. Donc, les gens qui disent, les étudiants, c'est où? Les étudiants, vous êtes vraiment 0-0 sur les deux axes. Vous êtes 0-0 sur l'axe, c'est-à-dire vous êtes ni exploiteur ni exploité, ni dominé ni dominant, parce que vous êtes dans une phase
d'adhésion à la division du travail. Vous allez pouvoir aller partout. Donc vous êtes à 0,0. Voilà. Vous êtes au milieu, là, pile poil. Il y a une autre question qui me disait, c'est quoi la taille des cercles? La taille des cercles est proportionnelle à la masse des PCS dans la division du travail. Vous voyez? Donc, ce que vous allez voir, donc, plus le cercle est gros, plus ça veut dire que c'est des gens qui sont importants dans la société, enfin, qui sont massifs dans la société. Vous voyez? Donc, c'est ça qui va être aussi intéressant. C'est-à-dire que, bon, après, on va faire une analyse électorale des PCS. On voit par exemple que les gens qui sont dans le carré de ceux qui ont réussi, là, ceux qui font ruisseler Padu, en haut à droite, et ben, ils sont quand même très peu. Donc vous allez voir que bah, si vous voulez gagner une élection présidentielle, vous ne pouvez pas miser que sur ce carré-là, parce que en termes de masse, ils sont peu significatifs. Et c'est là où la démagogie va être importante, etc. Ce qu'on voit effectivement, qu'est-ce qui représente le plus dans notre société? Bah, ça va être tout le monde du salariat, là, qui est dans un peu l'espace central et puis un peu à gauche. Et puis, vous avez tout en bas, dominé, mais comment dire, un petit peu propriétaire. Vous avez tous les retraités, là, les gros cercles, anciens employés, anciens ouvriers. Ça, c'est des gens qui vont, on va le voir ensuite, mais qui vont être au milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même un statut inférieur d'ouvrier employé. Ça n'a pas changé pendant leur carrière. Mais le fait d'être retraité font qu'ils ont accumulé un capital. Et que maintenant, ils sont plus exploités parce qu'ils reçoivent une rente, voilà. Et Chris est en ils train de dire la continuent. retraite, c'est de la capitalisation, mais Exactement. Non, 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 mais je veux dire, eux, ils ont un rapport qui est comme les fonctionnaires. Et ils ont aussi capitalisé, c'est-à-dire qu'ils se sont achetés une maison qui est finie de payer, etc. Ce qui les rend quand même un petit peu plus à droite ils ont sur même acheté l'axe un locatif. capital travail, quoi. Ils ont même pu acheter un locatif. Ils ont même un locatif des fois, hein. Donc, ouais, voilà. Donc là, j'espère que vous avez bien compris parce qu'il y aura une interro. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'ensuite, ces représentations, et ça fonctionne, on va pouvoir leur donner des tendances idéologiques. Slide d'après, Maestro. Ouais. Donc, et d'ailleurs, juste par rapport à la construction, ça, comment est-ce que tu as construit le diagramme? Parce que les gens, ils ont Ah oui, besoin de comprendre. Tu n'as pas fait ça au pif en disant, ah bah lui, il doit être là. non, non. Tu as fait ça à partir de données de l'INSEE et Alors tout, donc j'ai explique-leur. fait une grosse. Et je pourrais rentrer dans l'algorithme un jour, mais on est en train de le coder, donc on donnera plus de détails là, avec le miniaturiste, qui n'est pas simplement un miniaturiste. Oh là là, il Qui veut va- breveter pour se faire de la thune voilà. là-dessus. Quel Non, chien, non, putain. ce sera open source. Ce sera open source. Et donc, non, non, comment c'est foutu? Alors, sur l'axe Bourdieu, là, l'axe de la domination, comme tu l'appelles, Padu, c'est très facile parce qu'il suffit de reprendre la nomenclature PCS. Alors, je sais pas si vous pouvez, vous tapez nomenclature PCS 2020 INSEE. Et donc là, vous avez toute la hiérarchie des PCS, c'est-à-dire des gens les plus spécialisés au cadre. Donc ça, bah, on va prendre les PCS, puis on va les distribuer sur cette hiérarchie-là, qui est normée par l'INSEE. Et puis que vous allez retrouver, on va le voir ensuite dans les prochaines slides, dans les analyses de vote, par exemple, etc. Et puis pour l'axe de la domination, c'est un petit peu plus compliqué. Il a fallu pas mal de données. Mais ce qui a été fait, c'est qu'on a mis derrière les PCS leur niveau de capital. Et donc, l'INSEE fait des statistiques en disant, bah voilà, dans les ouvriers spécialisés, il y a 10% de gens qui sont propriétaires de leur maison. Donc c'est le très très faible, ou 0% ou 1%. Et donc, bah, de fait, comme ils sont que dans le travail, mais pas dans le capital, bah, l'algorithme les place du côté gauche. Et puis quand on va par exemple parler de la PCS ancien ouvrier, ancien employé, comme l'INSEE va faire des rapports sur quel niveau de capital ils détiennent, est-ce qu'ils sont à 65%, 70% propriétaires, ça les décale à droite. Et puis bah, ensuite, bah, vous allez voir les gens qui sont très décalés à droite, c'est des gens qui, dans leur patrimoine, parce que ça, vous pouvez taper patrimoine par PCS dans l'INSEE, vous allez trouver des choses, dans leur patrimoine, ont tendanciellement beaucoup plus de patrimoine du capital. Ils vont avoir des portefeuilles en actions, ils vont avoir du patrimoine immobilier, etc., que de revenus du travail ou de biens mobiliers qui sont issus de la consommation. Voilà. Donc, ils vont être déportés à droite. Voilà comment il fait l'algorithme. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi les cadres de la fonction publique sont au-dessus des cadres du privé. De quoi? Ah, parce que les cadres de la fonction publique, ils
ils sont beaucoup plus hauts, les très hauts cadres de la fonction publique en termes de hiérarchie. Parce qu'aujourd'hui, dans les cadres, alors il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a les cadres supérieurs, les cadres inférieurs, etc. Il y a aujourd'hui plein de cadres qui ont été déclassés, qui sont considérés comme cadres non dirigeants, cadres exécutants dans les PCS. Parce que vous allez voir, dans les PCS, il y a plusieurs niveaux. Donc alors que les cadres de la fonction publique sont, eux, au niveau maximum de leur hiérarchie. Et donc, sont classés sur l'axe domination plus haut que les cadres inférieurs, intermédiaires qu'on peut trouver dans le privé. Mais ce que vous voyez, par contre, les cadres du privé sont plus à droite, parce qu'ils ont souvent un peu plus, ils gagnent un peu plus d'argent que les cadres de la fonction publique. Vous voyez? Donc, Quelqu'un qui dit le son de Position Revue coupe tout le temps. C'est parce que Position Revue a un micro directionnel qui est pas dirigé vers sa bouche. Il a lu tous les livres, mais par contre les micros directionnels, il a du mal. Excusez-moi. Donc je redis, voilà, ils sont très hauts dans leur hiérarchie, ils sont au maximum de la hiérarchie sociale. Ils peuvent pas aller plus haut. Là où les cadres du privé, eux, sont divisés. Il y en a des très hauts et voilà, et jusqu'à chef d'entreprise, hein. Voilà, c'est les cadres dirigeants. Donc ceux-là sont plus hauts que les cadres de la fonction publique. Mais vous voyez, ils sont plus centrales, ils ont moins de capital, ils ont moins de patrimoine que les cadres du privé. Voilà. Donc ça leur donne un rapport de hiérarchie. Et puis en plus, de plus en plus, les cadres, on l'a vu, sont en train de perdre en patrimoine et perdre en termes de pouvoir parce qu'ils se massifient, parce que c'est aujourd'hui une PCS qui représente, qui est presque aussi nombreuse que les ouvriers, qui sont presque au-dessus de 20% de la population. Il y a un truc d'ailleurs que je viens de comprendre, parce que je n'avais pas capté dans le graphique, comme quoi, alors que ça fait longtemps que je fais le graphique, je capte toujours des nouveaux trucs intéressants. C'est que les agriculteurs, sur grande exploitation, ils sont plus à droite sur le graphique, donc plus dans le truc de capital que les chefs d'entreprise de 10 salariés et plus. Mais c'est parce qu'en fait, les agriculteurs sur grande exploitation, c'est des grands propriétaires en fait. Exactement. Plus que les chefs d'entreprise de 10 salariés et plus qui parfois ont une entreprise, mais qui vont travailler aussi et peut-être un peu moins vivre du fait qu'ils ont 700 hectares de maïs, quoi. Exactement. Bon, on va passer à la prochaine, parce que le but de ça, c'est pas juste de faire de l'analyse un peu statistique marrante, c'est de voir des dynamiques politiques, notamment dans la société, parce que le fait que les choses soient distribuées de cette manière, et pas d'une autre manière, on pourrait imaginer une société, par exemple, où quasiment tout le monde serait à gauche, et où il y aurait trois pélos super à droite. C'est-à-dire que tout le monde serait, 99% de la population travaillerait, et il y aurait 1% de la population qui serait pharaon, et qui je sais pas, gagnerait des revenus, tout ça, quoi. Sauf que nous, on est dans une société qui est comme telle, comme elle est distribuée là. Elle n'était pas distribuée comme ça dans les années 80, elle n'était pas distribuée comme ça il y a 100 ans, et elle bouge. Et donc, en fait, l'idée de ce graphique, c'est de dire que les rapports matériels, c'est-à-dire les rapports de domination et d'exploitation, correspondent à certaines visions du monde et à certaines offres politiques et volontés politiques de la population. Et que la population soit comme ça, ou que la population soit entièrement à gauche, donc que tout le monde soit exploité, bah, ça fait varier la vision du monde des gens, quoi. Et donc on va essayer de faire de l'analyse politique à partir de ce graphique-là, c'est-à-dire à partir des conditions concrètes des gens et de ce qu'ils représentent dans la population, pour pas qu'on soit dans des lubies en mode ah bah non mais il faut la douceur, je sais pas quoi. Non, nous on est dans le réel, là. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, ça demande, il faut faire, ça manque un peu, et c'est un travail qu'on essaye de faire avec Position et qu'on va essayer de mettre à disposition et d'enrichir. Mais justement, c'est justement de faire une analyse moderne de la distribution des classes sociales. Comme tu le disais, Padu, au début du capitalisme, la division domination et exploitation se recoupaient. Voilà. Parce qu'il y avait moins de technocratisation, moins de division du travail, etc. Dans le féodalisme, on peut classer le niveau de propriété d'exploitation et le niveau de rang social assez facilement avec les trois ordres, le tiers-état, l'aristocratie et le clergé. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on est dans une société libérale où c'est mobile, où les gens peuvent changer de PCS, peuvent changer de classe, etc. Et donc, il nous faut des outils d'analyse un peu plus profonds que sur un seul axe, c'est-à-dire soit l'axe de l'exploitation, soit l'axe de la domination. Donc ça, c'est une représentation de comment vont se distribuer les rapports sociaux. Bon, est-ce qu'on rajoute de la couleur à ce graphique?
Allez, on rajoute de la couleur idéologique. Hop. C'est beau, hein? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau le chat? Alors, vous voyez, donc les couleurs un peu basiques, je vous les donne sur l'axe capital travail. Et ben vous allez avoir à gauche en rouge les gens qui vont être le plus orientés vers la lutte prolétarienne et la révolution anticapitaliste. Voilà, c'est le prolétariat historique. Voilà. À droite, les capitalistes, les gens qui détiennent les moyens de production, avec plus ou moins de hiérarchie à l'intérieur de ces capitalistes. Voilà. Et puis sur l'axe central, vous allez voir l'espace de confusion qui est soit bourgeois, soit prolétaire, c'est-à-dire des gens qui sont un peu centraux, donc qui vont avoir ce qu'on appelle en marxisme une fausse conscience, qui vont pas vraiment être capitalistes, pas vraiment être exploités, mais qui vont être soit dominants, soit dominés. Et donc, et ça va leur donner un rapport à la société qui est particulier. Les gens qui vont être centrales, mais en bas, vont plutôt avoir un rapport oppositionnel à la société, mais qui peut basculer soit à droite, soit à gauche. Et là, ça dépend de, voilà, ça dépend de la, des forces sociales et des organisations sociales. Et puis en haut, vous allez avoir des gens qui vont être confus, voilà, qui vont être soit qui sont ni de droite ni de gauche, mais qui sont là pour l'intérêt supérieur de la société. Donc si je vous donne un petit peu des pistes, en bas vous avez l'espace de la moïsation. Sur l'axe bleu-rouge, vous avez l'espace de la moïsation, voilà. Et sur l'axe noir-blanc, vous avez l'espace de la confusion. Voyez. Donc vous avez en bas le bloc, en haut, le tout blanc là, comme ça, c'est vraiment le bloc bourgeois, et tout en bas, ça va être le bloc confus, réactionnaire, potentiellement réactionnaire, etc. Voilà. Pourquoi t'appelles Est-ce ça que l'espace de la confusion? J'ai pas compris ton explication. Autant en bas, je comprends tout à fait ce que tu dis. Les gens qui sont ni dominants, enfin ni exploitants ni exploiteurs, qui sont en bas et qui sont dominés, ils vont avoir tendance à être oppositionnels parce qu'ils se font un peu chier dessus par l'axe de domination. Donc ils vont être oppositionnels. Ils peuvent tomber à droite ou à gauche. Ils peuvent tomber dans le rouge ou dans le bleu. Ça, je suis d'accord. Et toi, tu dis, donc ça, c'est un axe de moïsation, tu dis. Ça, Ouais. je comprends tout à fait ce que tu racontes. Par contre, je comprends pas pourquoi tu dis que l'autre, c'est un axe de confusion. C'est-à-dire que tu dis que les gens qui sont ici, qui sont en haut dans le graphique et qui sont en haut au milieu, ils peuvent tomber dans la confusion. Je comprends pas En ce que tu fait, racontes. c'est ça. C'est parce qu'en fait, des positions sociales qui peuvent rejoindre soit le prolétariat, soit la bourgeoisie. C'est pour ça que c'est un espace où ces gens-là vont être déterminants, parce que vous avez vu, ils sont Et très tous ceux qui sont au importants. milieu, c'est comme ça. C'est pas plus ceux en bas que ceux. Ah non, non, c'est tous ceux qui sont au milieu. Ah oui, bah ça, je suis d'accord. On est d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Tu dis C'est que ceux qui sont au milieu, ils peuvent tomber à droite ou à gauche. Bah, ça, je suis d'accord. exactement. Et c'est l'espace de la confusion bourgeoise ou prolétarienne, tu vois. Et ce qu'on va voir ensuite, c'est que justement, bah, dans ceux qui sont très en haut, ils vont tomber dans une espèce de confusion. C'est-à-dire, vous voyez, les profs, quand il y a un Sophia espace de Aram. Hein. Il a dit Sophia Aram. quand il y a un espace de confusion, pourquoi il y a plein de gens d'un coup là? Moi, mais bon, bref. Quand il y a un espace de Tiens, arrête de confusion, Wissam, merci Wissam. ah, On est en train d'expliquer le matérialisme là. On explique voilà. l'analyse concrète de la situation concrète. Et on a cité Bourdieu pour te faire plaisir. Et, euh, et donc oui, donc dans l'espace de confusion, vous voyez, par exemple, les professeurs, eux, ils ont eu tendance, quand ils se retrouvent plus dans la droite et la gauche, c'est-à-dire sur l'axe de l'exploitation, capital ou travail, et ben, ils ont beaucoup voté en masse Macron. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop éloignés du bas de la hiérarchie pour pouvoir tomber dans l'espace de confusion qui va être beaucoup plus populiste, comme on peut l'appeler, populiste, réactionnaire, je ne sais pas comment vous préférez, qui lui va être beaucoup plus, on va le voir, qui va plutôt intéresser la partie extrême droite ou droite réactionnaire, etc. Voilà. Donc là, on va voir, et vous allez le voir, c'est intéressant, toute la partie en bas, la masse qu'on a en bas d'anciens ouvriers employés, vous allez voir, c'est ceux-là qui vont donner la plus grosse partie des apports de l'espace réactionnaire. Pourquoi? Parce que c'est des gens, comme on l'a vu, qui sont
en bas dans la hiérarchie, donc qui sont oppositionnels à la société, mais qui ne se sentent ni du côté du capital, ni du côté du travail. Voilà. Et donc là, ils vont être sensibles pas à des offres comment dire, qui valorisent la société telle qu'elle est. Parce qu'ils sont en crise et ils vont aller vers des gens qui critiquent la société, mais qui critiquent la société peut-être de manière réactionnaire. Voilà. Sur les autres espaces, vous Attends, avez attends, juste on va résumer parce qu'il y a 1500 personnes qui viennent de chez Wissam qui doivent rien biter à ce qu'on raconte. Pardon, vas-y. On est en train de faire de l'analyse, comme ça en plus ça rappelle un peu aux gens. On est en train de faire de l'analyse matérialiste là du vote électoral, des visions du monde politique. En gros, on a un double axe, c'est-à-dire qu'on a un espèce de tableau comme ça que je vais vous remettre au début. Vous avez de gauche à droite l'axe de l'exploitation. Plus t'es à gauche, plus t'es juste dans le travail, plus t'es à droite, plus t'es juste dans le capital. Un gars qui serait purement bourgeois, purement actionnaire, il est tout à droite. Un gars qui serait purement en train de vendre sa force de travail, il est tout à gauche. Entre deux, il y a le fait que par exemple, si je suis un ouvrier agricole, je suis très à gauche, mais en vieillissant, au final, je vais avoir peut-être acheté ma maison. Puis en fait, non, je suis né dans les années 60, donc en fait, j'ai même acheté deux locatifs que j'ai retapés avec des amis. Moi, je me suis vraiment cassé le cul, mais en réalité, moi, je suis retraité, ma retraite, elle tombe, je ne travaille plus, donc je suis plus un travailleur parce que j'ai 65 ans, je suis à la retraite, et en plus de ça, je loue. Je loue 2 appartes et j'ai ma maison. Et à ce moment-là, je vais peut-être me retrouver au milieu à droite. En fait, je suis un peu du côté du capital. Et donc là, vous avez un axe comme ça, on va pouvoir classer les gens selon leur catégorie socio-professionnelle. De haut en bas, on va faire pareil. C'est l'axe plus, pas d'exploitation, mais de domination. C'est pour ça que Christ appelle l'axe Bourdieu. Il y a une hiérarchie qui va de tout en haut. Par exemple, un type qui est, je sais pas, très haut cadre dans la fonction publique ou professeur d'université, il va être très... médecin, oui, Voilà, qui va être très haut dans la hiérarchie. Puis tout en bas, un type qui se fait chier dessus et tout. Encore une fois, on pourrait prendre un ouvrier agricole, un type qui est tout en bas dans la hiérarchie, un type qu'on va pas entendre à la télé non plus, qui va pas avoir de capital culturel, qui va rien avoir dans cet axe de domination, qui va être très très dominé. Et donc en fait, Chris a fait un graphe avec notamment le frérot miniaturiste graphiste qui a fait un graphe en fait qui place toutes les catégories socio-professionnelles françaises données par l'INSEE et qui les classe selon l'axe de l'exploitation et l'axe de la domination. Et l'idée du coup c'est que ça donne un graphe qui est comme ça. Ça donne un graphe avec tout en bas à gauche les ouvriers agricoles, tout en à droite des chefs d'entreprise, et puis au milieu il y a tous les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires ils sont ni exploitants ni exploités, mais par contre il y en a qui sont dominants, et professions, par exemple le type qui est tout en haut dans la fonction publique, et le mec qui est tout en bas dans la fonction publique, il est plutôt dominé. Et puis voilà. L'idée, c'est de dire, en fait, ces gens-là, ils vont avoir des avis politiques différents selon s'ils se trouvent, s'ils sont dominants et dominés, ou s'ils sont exploitants et exploités, ce qui est la base du marxisme, en fait. C'est-à-dire que par rapport à leur situation matérielle, par rapport au rapport concret matériel qu'ils ont, ils vont pas penser pareil. La taille des ronds, c'est ce qui représente dans les PCS, c'est-à-dire plus le rond est gros, plus tu représentes en masse dans la société. Dans la société, voilà. Plus tu es important dans la société, plus ton rond est gros. Donc, par exemple, les policiers, là, ils sont tout, au milieu, en bas, là. Ils sont petits, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont policiers dans la société. Par contre, si tu es ancien employé, retraité employé, c'est un gros rond, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont retraités employés. Et donc, l'idée, c'est que pour avoir, par exemple, 25% au premier tour, il faut que tu chopes beaucoup de gens de là-dedans. Il faut que tu chopes 25% des voix, en gros 25% de ce truc. Donc il faut que tu chopes des gros ronds, il faut que tu chopes plein de petits, il faut que tu te débrouilles. Parce que même si tu es ultra libéral, que tu es ultra en faveur de Bolloré, le petit rond là, tout en haut à droite des chefs d'entreprise de 6 salariés et plus, il ne représente rien dans le vote. Et donc l'idée, c'est de comprendre des espaces politiques par rapport au rapport matériel concret des gens. Et donc on se retrouve avec un schéma comme ça, avec plus tu es exploité, plus tu es à gauche, plus tu es exploitant, plus en bleu, là, plus tu es à droite dans le truc, ça paraît assez évident. Et puis l'axe au bas, c'est l'axe dominant-dominé. Et ce que dit Chris, c'est que les gens qui sont au milieu, là, ils vont avoir tendance à se retrouver à devoir choisir entre la droite et la gauche. Et c'est eux qui font basculer un peu les élections. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent avoir tendance à basculer à droite ou basculer à gauche. C'est eux qui sont dans l'axe de la moïsation ou de la confusion un peu plus. Ce que Christ ne voulait pas appeler moïsation, mais de la confusion un peu plus des dominants. Par exemple, des gens qui vont avoir pour enjeu la laïcité. Qui vont avoir un combat autour de la laïcité en disant Mélenchon, quand même, moi je suis anti-raciste, je suis professeur d'université, mais Mélenchon il me fait peur sur la laïcité, donc je vais tomber dans un vote à droite, par exemple. Les gens qui vont se penser pas du tout sur un rapport gauche-droite de la société, pas du tout sur un rapport exploitation capitaliste, et qui vont se penser que sur l'axe de la domination. Donc c'est pour ça que c'est des gens qui vont être
attirés par les projets qui promettent d'être ni droite ni gauche. Mais si vous êtes tout en bas, vous allez plutôt être sur des ni droite ni gauche oppositionnels, donc plutôt populistes, d'extrême droite, etc. Et si vous êtes tout en haut, vous allez plutôt être sur du ni droite ni gauche bourgeois, type macroniste. Voilà. Et Bayrou, voilà, en 2007, c'est pas forcément Macron, centriste, etc., centre-gauche, centre-droite. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est que pourquoi aujourd'hui on a une espèce de forme, alors il y a la crise, etc., mais on a ce qu'on appelle les 4 blocs, les 3 blocs, ce que Mélenchon va appeler comme ça, bah, c'est aussi structuré par les positions sociales. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une distribution sur l'axe horizontal, qui fait qu'on serait sur quelque chose de gauche-droite très simple. On n'est pas non plus simplement sur l'axe vertical. Là, on serait complètement dans une forme de haut contre bas, etc. On a un mix des deux. Et ça montre que justement cette orientation nous oriente vers les débouchés politiques qui, eux, sont en plusieurs blocs, plus que 2 blocs. Voilà. Et on va voir comment du coup ça va se recomposer. Et comment, à partir de cette distribution-là, on va voir comment on va pouvoir analyser les idéologies politiques et les débouchés politiques. Parce que là, maintenant, une fois qu'on a ça, si c'est très clair, sinon on peut prendre 2-3 questions, mais si c'est très clair, vous allez voir, on va utiliser les rapports de vote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait mesurer via les sondages, etc., ou via d'autres processus, comment ces PCS-là votent. Voilà. Chris a dit qu'il faut faire confiance au sondage, hein, mais voilà. C'est pas que des sondages, hein, voilà. Mais on va utiliser la composition de quel PCS a voté pour un tel, quel PCS a voté pour un tel, pour regarder où se placent nos candidats et nos débouchés politiques en fonction des candidats, FI, RN, etc. Et quelle classe sociale ils essayent d'embarquer et donc quels débats politiques sont fondamentaux. Voilà. Allez, c'est parti. À partir de ça, on fait... Ouais. 2017 2017, on part sur la présidentielle 2017, les espaces politiques étaient différents. Alors il y a des gens qui ont demandé à voir un peu, de zoomer. Vous irez voir la capsule ou revoir le live, de toute façon il sera disponible. Et puis on vous mettra le truc en description, je ne sais pas s'il est disponible sur internet pour l'instant ou on le mettra après. Mais vous pourrez lire ce qu'il y a dedans, mais on va pas le refaire 30 fois, parce que sinon ça va vraiment faire une capsule très très longue. Donc on va partir sur les présidentielles. Vous avez vu, c'est très détaillé. J'ai pas dit les fonctionnaires étaient dominants. Il y a des fonctionnaires qui sont des employés administratifs qui sont très bas, qui sont très dominés, et puis il y a des cadres administratifs qui sont très hauts, qui sont dominants. Les fonctionnaires sont juste sur l'axe central. Ils sont pas dominants ou dominés. Ils sont distribués sur tout l'axe central, c'est-à-dire qu'ils sont ni exploiteurs ni exploitants. Mais si vous êtes catégorie C, vous êtes dominé. Si vous êtes catégorie A, vous êtes dominant. Voilà. Et par rapport, j'ai vu une autre question intéressante sur les cadres. Pourquoi les cadres sont distribués plus du côté du capital que du travail? Parce que leur statut de cadre, qui les met haut dans la domination, sur l'axe vertical, leur permet aussi d'accumuler du capital, voilà, de s'acheter un appart, d'avoir une maison de vacances, etc. De moins en moins, on est d'accord, mais leur permet aussi d'accumuler du capital et d'avoir de la rente, pas simplement de leur travail, c'est-à-dire aussi du capital. Et il y a un truc intéressant, là, si vous zoomez, vous voyez profession intermédiaire administrative de la fonction publique, vous êtes au milieu mais un peu à gauche. Alors que si vous prenez cadre de la fonction publique, vous êtes au milieu mais un peu à droite, parce que même s'ils sont au milieu, dans la fonction publique, le mec qui est profession intermédiaire administrative de la fonction publique, il va avoir moins de chances d'être propriétaire de sa baraque et puis d'avoir un locatif que le type qui est cadre de la fonction publique. Donc c'est pas non plus tous exactement sur le milieu, mais de manière générale, quand tu es dans la fonction publique, t'es pas un exploitant et t'es pas un exploiteur, donc t'es jamais tout à droite ou tout à gauche, quoi. C'est ça. Et puis vous avez des cadres qui sont actionnaires de leur entreprise, donc ça les rapproche du côté capitaliste. Ouais, donc du coup, ouais. Tout ça n'est pas arbitraire, hein, tout ça est objectif. Ouais, tout ça est parfaitement là. Non, juste, on l'a pas dit, je le redis. Mais tout ça, ça vient, c'est juste de l'algorithme des données INSEE. C'est la distribution du capital par PCS, la distribution de la hiérarchie par PCS, etc. Là, on les a juste mis en représentation diagramme. Là, on est dans le réel. Là, on est sur du post-piquettisme. Voilà. Allez, c'est parti. On va analyser la présidentielle 2017. Vous voyez, donc on va faire. Donc on a utilisé. Voilà, tu peux zoomer. On a utilisé. Je capte rien. PCS. De quoi? C'est ça ton truc là? Ouais. Ah, le centre électoral. Ça, c'est le centre électoral. Ah, d'accord, oui. Ah oui, t'as fait des barycentres.
Voilà. Donc en fait, on a fait des barycentres. On Non, a mais tu mis. parles à des gauchistes, c'est des gens, ils ont un peu, ils sont arrêtés au théorème de Pythagore, et toi, tu leur parles de barycentre. Qu'est-ce que c'est que ça là? Là, on est en train de perdre des viewers, là, je suis sûr, là. Donc les barycentres, comment on fait? Ça veut dire qu'on va prendre le poids de chacune des PCS, vous voyez? Et puis si vous avez majoritairement des ouvriers spécialisés qui sont en bas à gauche, votre candidat il est attiré vers le bas à gauche. Si vous avez des candidats, si vous avez donc les analyses en composition, vous avez majoritairement des cadres, vous êtes attiré en haut à droite, etc. Si vous avez majoritairement des artisans commerçants, vous êtes attiré en bas à droite, etc. Donc comment on a fait? On a pris les données pour ceux qui veulent le faire. On a pris les données, ce qu'on appelle en composition des électorats. Il y a 2 façons d'analyser les sondages. Il y a les Je te rassure, données. personne ne va faire ça sur son temps libre, mais voilà. Moi, c'est ce que je fais, hein. Mais voilà, les données en composition, ça veut dire que vous êtes en base 100. Là, vous verrez si vous faites des analyses de sondage, vous avez des données en composition, ça veut dire que vous êtes en base 100. Dans le vote de Mélenchon 2017, dans les Chérie, tu peux venir mettre la table? Non, je suis en train de faire le barycentre du vote Benoît Hamon 2017 en composition. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas simplement avoir la répartition, comme vous faites d'habitude, en disant, Mélenchon, il a... Souvent, quand vous avez... Non, mais c'est intéressant, ça, parce que quand vous avez des analyses de vote, vous allez dire, par exemple, Philippe Poutou n'a eu que 1% des ouvriers, d'accord? Mais peut-être que dans sa composition, c'est 100% de sa composition. Tu vois ce que je veux dire, Padu, ou pas? Oui. Ça veut dire que Philippe Poutou, même s'il a chopé que 1% des ouvriers, on va voir ce que ça signifie ensuite, il va être complètement en bas à gauche. Pourquoi? Parce que c'est que des ouvriers qui votent pour lui. C'est pour ça qu'on prend les données en composition, pour savoir pas simplement combien tu as capté dans ton territoire, parce que ça tu peux aussi, tu vas être en concurrence, vous allez le voir, dans les espaces, vous allez être en concurrence, donc c'est pour ça qu'il y a des débats, etc. Ce qui va intéresser justement, c'est de se dire, mais qui vote pour toi? Et comment est composé ton électorat? Voilà. Et donc, Zoom, 2017. Juste, avant de zoomer, j'imagine que le rond là en pointillé, c'est le barycentre global des PCS répartis sur la carte. Toutes les PCS, etc. Vous voyez, Donc le ça veut dire- barycentre de l'électorat français et du corps social français se trouve légèrement dominé. Évidemment, il y a plus de dominés que de dominants, ça tout le monde le savait. Voilà. Et légèrement à gauche, mais pas non plus surexploité. Il y a quand même des gens qui ont du capital en France. Donc c'est un tout petit peu plus du côté du travail que du capital. Mais j'imagine que pour qu'on soit dans une position un peu plus révolutionnaire, il faudrait qu'on soit un petit peu plus à gauche au final. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui va se passer avec la crise. Bah oui, plus la crise arrive, plus le truc, le barycentre global là, avec les pointillés dérive à gauche parce qu'il y a de moins en moins de gens qui il y a de plus en plus de gens, enfin il y a de plus en plus de gens qui sont dans le travail et de moins en moins qui sont dans le capital mais qui ont de plus en plus de capital quoi en gros. Exactement. Il y a une concentration des capitalistes. Exactement. Ok, donc là on est là, j'ai tout compris, ça fait 2 ans que je pratique donc voilà, je suis un peu Allez, on en avance zoome. sur vous Zoom le un chat. peu. Hein. Je suis un peu en avance sur vous. Ouais. Attends, Alors, en 2017, vous vous rappelez, on avait des candidats. Donc, on avait Macron, Fillon, Hamon. Je vous ai mis l'abstention aussi. Comme on connaît aussi la composition de l'abstention, quels sont les PCS qui votent, vous voyez l'abstention qui fait comme un candidat, etc. Donc, alors, regardez ce qui est drôle. On voit par exemple le candidat de droite, par définition, c'est Fillon. Vous voyez, il est vraiment à droite. Si vous considérez que vous êtes le centre électoral et que vous distribuez, alors lui, il est même pas en haut, en bas, il est vraiment la droite, quoi. Voilà. Au-dessus, vous avez un peu plus central, donc un peu plus dans l'espace de confusion bloc bourgeois, comme on l'a dit, un peu plus au centre et un peu plus haut Macron. Vous voyez? Tu fais que de bouger. Ouais. Voilà. Et donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment l'espace de droite. Et Macron était beaucoup plus central à l'époque, et donc beaucoup plus haut. Donc, c'est vrai, il a capté vraiment le bloc bourgeois. Et vous avez aussi tout un bloc, et là, c'est très intéressant, où il y a Mélenchon, l'abstention et Le Pen. Et qui sont dans le même espace, dans la même distribution spatiale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans le même espace, vous êtes en concurrence les uns les autres. Ça veut dire que vous avez c'est la théorie du fer à cheval là, un peu. Hein. Ouais, si tu veux. Exactement. Mais ça veut dire que ici, vous avez une concurrence idéologique
importantes qui se passent quand vous êtes au même endroit. Ça veut dire que l'adversaire de Le Pen et de Mélenchon, ou de Mélenchon-Le Pen, etc., ça va être l'abstention et, Le Pen. Pourquoi? Ça veut dire que c'est des gens qui vont aller parler aux mêmes classes sociales, aux mêmes PCS, mais qui vont les capter différemment. Et c'est là où c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que si vous êtes dans le même espace que Le Pen et que l'abstention, quand vous êtes Mélenchon, ça veut dire que vous devez capter à vous ces classes-là et que vous allez avoir une conflictualité la plus importante dans le territoire de votre espace. Ça veut dire, par exemple, Mélenchon, il a peu de conflictualité avec Fillon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas orienté vers les mêmes PCS. Voilà. Donc ça sert à rien d'avoir des débats avec Fillon quand on est Mélenchon. Par contre, quand vous êtes Mélenchon, et c'est là où vous allez voir que c'est très important, vous allez devoir battre contre Le Pen. Donc l'antiracisme va être fondamental pour pouvoir affronter Le Pen. C'est là où le ruffinisme est débile. Parce que si vous ne créez pas de clivage avec votre adversaire dans le même espace, eh ben, vous allez faire gagner votre adversaire et vous allez disparaître de l'espace. Donc, ce que ça va nous dire ici, ça veut nous dire que puisqu'ils sont dans le même territoire spatial, il faut absolument trouver un moyen de séparer et de cliver les gens à l'intérieur d'un même endroit. Et là, l'antiracisme est fondamental. Alors que avec Fillon, l'antiracisme, on n'en a rien à foutre. De toute façon, ce sont des catégories qui vont jamais voter. Pour Mélenchon. Et là, typiquement ici, Ruffin échoue. Pourquoi? Parce que si vous ne parlez pas d'antiracisme quand vous êtes dans l'espace de Le Pen et de l'abstention, il y a d'autres sujets, hein, mais pour moi, celui-là, il est fondamental. Et ben, vous allez faire gagner Le Pen. Et vous allez faire disparaître votre parce qu'elle n'en parle pas, ou elle en parle différemment, etc. Et donc, vous n'êtes pas en concurrence. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit Hamon. Alors lui, il est au niveau dominé, bourgeois, au même niveau de Macron. Donc on voit qu'ils étaient en concurrence tous les deux, Macron et Hamon. C'est pour ça que Mélenchon... Pour les dominants, donc pour les Voilà, cadres de la fonction exactement. publique. Les cadres de la fonction publique se sont dit, est-ce que je vote Macron, est-ce que je vote Hamon, quoi. ELV, juste pour info, il y a quelqu'un qui demande ELV, ils étaient avec Hamon en 2017. On va aller voir ensuite, etc. Donc 4 sup, etc. Ils étaient en division avec Macron. Mais Macron a fait de masse, parce que Macron a beaucoup plus capté l'espace droite, c'est-à-dire l'espace des cadres du privé, l'espace des, vous voyez, l'espace des dirigeants chefs d'entreprise. Et Macron, il a eu l'espace intelligent, c'est-à-dire qu'il s'est placé au niveau des dominants de Hamon, c'est-à-dire les bien-pensants, enfin, je sais pas comment dire, la classe sociale un petit peu confortable, mais qui se croit de gauche, et l'espace de droite de Fillon. Et il a tiré la couverture à lui comme ça. Et en 2017, on voit que la distribution fait que le PS explose. On voit une partie qui va vers les classes populaires, Mélenchon, une partie qui va vers les classes supérieures. Donc on peut imaginer, vous voyez, l'espace Hollande, je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez, on le refera, qui était un peu plus central. Et puis un résidu qui s'appelle Hamon. Voilà. Et ce qui est bizarre, vraiment... ce qui est questionnant là-dedans, c'est que on sait quand même qu'il y a des gens qui passent de la droite, tu vois, et qui se fascisent, et qui avaient un vote avant UMP et qui se sont mis à voter Le Pen, tu vois. Or là, on a l'impression que le vote Fillon et le vote Le Pen, ça n'a rien à voir, tu vois. Comment est-ce que tu expliques ça? Oui. C'est qu'ils sont déjà séparés à cette époque-là? Comment ça se fait que parce qu'on a presque l'impression là qu'on est dans le truc de Ruffin, c'est-à-dire de dire que les gens avant ils votaient Mélenchon et maintenant ils votent Le Pen, alors qu'en fait ce qu'on sait avec les travaux de sociologie, c'est que c'est plutôt des gens qui votaient anciennement dans la droite qui vont se mettre à voter Le Pen, tu vois. Tu vas voir. Ce qui fait que Le Pen est distribuée à ce moment-là, c'est qu'en fait, elle capte en 2017, surtout en 2017, elle est très polarisée sur des classes populaires. Et des classes populaires qui sont, comme on l'a dit, fracturées à l'intérieur du même espace que celui de Mélenchon et de l'abstention. Dans les classes populaires, il va y avoir des gens qui ne votent pas. Et vous voyez, les trois ronds sont de la même taille, parce que ça représente la masse du vote. Hein. Donc vous voyez, quand les 4 étaient au coude à coude en 2017, vous le voyez là, et l'abstention, c'était pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Le Pen, elle va capter des classes populaires, mais elle va les capter sur le racisme. Ça veut dire qu'elle va diviser entre les blancs et les non-blancs pour pouvoir maximiser en 2017 son vote. Ouais. Et tu vas voir, on va voir les élections d'après, tu vas voir, Le Pen,
va continuer de se redistribuer à droite. Ouais. Là, elle était vraiment en 2017 au maximum de son populisme, parce qu'en plus, elle se plaçait contre Macron. Et vous voyez, hein, c'est intéressant, l'opposition diagonale entre Macron et Le Pen. Ils ont le même rapport d'orientation dans le cercle. C'est-à-dire un qui est en haut à droite, et c'est vraiment l'anti-Macron, c'est vraiment Le Pen. Ils ont les mêmes facteurs de corrélation. Quand vous voyez beaucoup de Le Pen dans un territoire en termes d'analyse de données, et ben vous voyez peu de Macron. Et inversement. Vous voyez, ils sont vraiment en symétrie, les deux. Ils passent par l'axe central du cercle électoral, mais à l'opposé l'un de l'autre, quoi. Et on comprend pourquoi il y a pas mal de mélenchonistes qui, au deuxième tour, ont pu voter Le Pen aussi, tu vois. Alors Et qu'ils n'auraient pas voté Fillon. Et c'était la force de Mélenchon en 2017, mais c'était le coup stratégique majeur de 2017 qui a, moi, je pense, solidifié Mélenchon, c'est de ne pas avoir donné de consigne tout de suite à appeler à voter Macron. Et je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas l'intuition qu'il a eue, mais il a raison, parce que vous voyez, c'était justement, il était dans son territoire et il a dit, si j'appelle à voter Macron, je vais perdre de l'hégémonie dans mon cercle de concurrence avec Le Pen. Et Alors pour Roussel, il fait l'inverse. Roussel, il fait pas l'antiracisme, tu sais. Il fait pas le truc oppositionnel pour créer de la différence avec Le Pen. Par contre, à la première seconde du second tour, il dit qu'il faut voter Macron, tu sais. Il a rien compris au truc. Exactement. Alors, d'ailleurs, il y a un truc marrant aussi, c'est que l'abstention que Mélenchon, il est sur l'abstention, tu sais, il est presque sur l'abstention, tu vois. C'est au même niveau. C'est au même niveau. Et d'ailleurs aussi, il y a une dernière chose intéressante, ouais, tu parles après de l'abstention si tu veux, c'est que Le Pen capte des catégories plus exploitées et plus dominées que Mélenchon. Oui, parce qu'elle va capter tout un tas de territoires. En fait, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que Mélenchon, il arrive à capter en plus des gens dominés, quand même aussi un peu des cadres, tu vois. C'est-à-dire que Mélenchon, Le Pen, elle est très basse, parce qu'elle va peut-être capter elle va capter beaucoup de gens populaires et peu de cadres. Mélenchon, même s'il en captait autant, comme c'est ses compositions, s'il capte un petit peu plus de cadres à côté, bah, il remonte, quoi. Ouais, il est plus central. Après, en politique, justement, quand tu veux gagner, il faut être massif dans un endroit, mais aussi pas trop être éloigné du centre électoral. Tu vois. Plus tu t'éloignes du centre électoral, plus tu dois compenser l'absence de certaines classes par d'autres. Tu vois. Donc, c'est pour ça que tu as des stratégies, des fois, il faut se poser la question, c'est est-ce que tu veux avoir une distribution massive, ce qui est impossible, hein. Donc, vous voyez, vous ne le verrez jamais, ça. Mais tu pourrais imaginer de dire, moi, je vais essayer de rassembler tout le monde et je vais essayer de faire masse en ayant exactement la représentation du centre électoral. Ça marche pas. Mais si vous en êtes trop éloigné, ça marche pas non plus. Typiquement Fillon. Ouais, Fillon a aucune chance de gagner dans cette configuration. On passe à 2022 pour voir l'évolution. Yes. Alors, est-ce que vous voyez 2022. 2022, et là, on a l'apparition de Jadot, c'est-à-dire Monsieur Hamon remplaçant. Le mec a la même position que Hamon, il n'a tiré aucune conclusion. Donc, vous voyez, Jadot, Hamon, vous allez le voir, c'est la même. Vous voyez, Poutou, par exemple, c'est très intéressant ce que je disais tout à l'heure. J'ai mis Poutou pour vous donner une représentation. Poutou est, Poutou est vraiment petit, mais il est vraiment orienté vers la lutte des classes, quoi. Et il n'y a pas de sujet. Mélenchon, Le Pen, abstention, c'est à peu près la même chose, parce que c'était à peu près dans les mêmes dynamiques. Vous voyez Macron qui se décentrise, il redescend dans l'axe et il prend l'espace de Fillon. Hein, t'as trollé Roussel, t'as dit Roussel. Et Roussel, vous voyez, je vous le laisse. Oh et là là, le champion. Roussel, la composition de Roussel, vous voyez où ça l'amène? Pourquoi? Parce que, vous voyez, vers quelle classe sociale ça l'amène, ces débats idéologiques à la con? Et ben, ça l'amène à capter des classes sociales qui ne sont pas du tout orientées vers la lutte des classes. Donc, il se débat sur des débats sur le bon fromage, la laïcité ou je sais pas quoi. Bah, il capte des classes qui sont orientées par ça. Tu vois. Pécresse, elle, ce qui est très intéressant, c'est que elle est sortie du cercle, elle a fait tellement n'importe quoi et tellement résiduelle qu'elle a plus que la bourgeoisie versaillaise. Vous voyez, elle est bidon. Et puis, Fillon, Macron devient de droite.
il sort de son côté populiste bloc bourgeois, il devient de droite et il se débat un peu avec Zemmour, le vote Fillon, il reprend un peu de Fillon et il y a du Zemmour, quoi. Tu sais, la guerre entre Roussel et Jadot, c'est sur la viande. C'est le conflit entre les deux, c'est prof qui mange de la viande versus prof écolo vegan. Exactement. Et en fait, clairement, ça va un peu détruire un peu une logique. Bon, on peut se poser la question des 400 000. Ça dit une chose. C'est pas Roussel qui a fait perdre Mélenchon. Vous voyez. C'est l'abstention qui a fait perdre Mélenchon. C'est-à-dire qu'elle est encore trop forte dans le cercle en 2022, là où Mélenchon se bat. Mais Le Pen a très peu gagné finalement. Elle a capté quand même un peu de Fillon, etc. Mais elle est restée dans son endroit. Ce qui a fait perdre Mélenchon, c'est qu'il aurait fallu plus de moi, c'est ma logique, il aurait fallu plus de campagne électorale. Il n'y en a pas eu assez, il n'y a pas eu de débat, etc. Pour aller capter dans son territoire, dans l'abstention. En fait, Roussel, quand vous voyez Roussel à ce niveau-là, est tellement à droite dans son truc, c'est des gens qui n'auraient, allez, à la rigueur, peut-être 100 000 personnes, 200 000 personnes, mais pas les 400 000 qu'aurait fait gagner Mélenchon. Parce que c'est un type qui est que de droite. Voilà. Jadot. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de Marine Tondelier, le côté délirant de Marine Tondelier sur le capitalisme. Vous voyez, parce qu'elle est dans des sphères de confus de bourgeois, quoi. C'est vraiment le Jadot, il est tout seul dans son petit espace de gens privilégiés, confus. Enfin, c'est assez médiocre, quoi. Il participe pas au clivage. Vous voyez, vous avez le clivage des idéologies de droite avec Roussel, Macron, Zemmour, Pécresse, puis le clivage des idéologies, alors je vais pas dire de gauche, mais on va dire populaire ou populiste, Mélenchon, l'abstention, Poutou, Le Pen. Et là, Jadot, bon, il est sur une autre Ce qui est planète, bien, quoi. ce qui est bien, c'est que Roussel, il a quand même un intérêt, c'est qu'il prend des voix à Zemmour et Macron, tu vois. Donc c'est vrai que si ça se C'est trouve, ça. si ça se trouve, Zemmour aurait fait 8% si Roussel n'était pas là, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Exact. Donc ça c'est. Donc là on voit bien et donc on voit toujours la bataille idéologique et donc la nécessité absolue de ne rien renier sur l'antiracisme parce que c'est ça qui fait réduire le vote de Le Pen dans son espace. Si demain Le Pen passait de l'autre côté du truc, qu'elle n'avait plus de catégorie populaire, l'antiracisme serait peut-être moins prégnant. Mais là, il faut absolument être antiraciste. Si demain, Mélenchon en 2022, dans cet espace-là de conflictualité, n'avait pas utilisé l'antiracisme en 2022, Le Pen aurait fait un beaucoup plus gros score et Mélenchon aurait fait un beaucoup plus petit score. La stratégie Ruffin aurait réduit la taille de Mélenchon et on le voit avec Et Roussel. comment tu peux le dire ça? Parce qu'il pourrait dire l'inverse. Il pourrait dire, Pourquoi on je peux voit le que dire C'est Mélenchon et assez Le Pen évident. partagent le même, le C'est assez même évident. Pourquoi électorat. Parce que ça veut dire que dans ces classes-là, pour qu'elles votent pour toi en termes de débouchés, Le Pen ou Mélenchon, ça veut dire que tu as déjà fait le travail de parler à leur conscience possible de classe et de division du travail. Donc ça veut dire qu'il te faut un autre sujet de clivage pour les distribuer. Et quel est ce sujet de clivage qui va distribuer les classes populaires entre elles? C'est le racisme pour Le Pen et donc l'antiracisme pour Mélenchon. Voilà. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est que quand tu es dans Si le même Mélenchon fait du espace. Le Pen, ils vont voter Le Pen, quoi. Voilà. Quand tu es dans. Bah oui, parce que si tu fais du racisme, tu sais, Le Pen. Donc quand tu es dans le même espace de classe, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un autre sujet de captation de ces classes-là qui va être différent de la position dans la division du travail, tu vois. Parce que tu les as déjà captés par leur position du travail. Voilà. Et c'est là où Roussel, justement, comme il fait d'espèce de truc printemps républicain anti-Mélenchon, et ben en fait, Ah, il se retrouve à l'opposé de déjà, il préfère Mélenchon voter et Le dans Pen. la sphère du printemps républicain, quoi. Il préfère voter Le Pen que lui, et donc il disparaît, il va dans la sphère du printemps républicain. Il capte les PCS qui s'intéressent au débat avec Zemmour, quoi. L'enfer, quoi. Hein. C'est l'enfer. Mais ça, c'est intéressant parce que là, on a fait le graphique, on peut faire beaucoup de choses. Alors, on va pas tout faire aujourd'hui, mais justement sur dans quelle partie du graphique, quelle classe sociale s'intéresse à quel débat. Parce Exactement. que, spoiler alert, quand tu es dominé et exploité,
tu t'intéresses pas au débat du printemps républicain sur la laïcité, t'en as rien à secouer en fait. Par Exactement. contre, quand tu es un prof un peu plus dominant et tout, bon, alors là, la laïcité, c'est quand même hyper important pour toi parce que c'est des débats de valeurs un peu, c'est pas des débats, très, très ancrés dans ta pratique quotidienne, on va dire, quoi. Bah, sur ça et quand tu es justement, quand tu es orienté vers les classes les plus oppositionnelles, c'est-à-dire en bas et puis les plus exploitées, à gauche, donc en bas à gauche et bah, forcément, c'est des gens qui vont être dans la pénurie, dans la difficulté et cetera, donc qui vont essayer de choisir le plus oppositionnel et d'être en concurrence entre elles. Quand tu as le temps de te poser des débats comme de civilisation ou de la qualité de la viande, un bon rouge, un bon fromage ou la laïcité, etc., c'est déjà que tu as un niveau de confort et de rapport au monde qui te permet de te poser des questions existentielles, quoi. Tu vois, quand tu as le temps de penser à la fin de la civilisation, c'est que tu as déjà oublié de penser à la fin du mois, tu vois. Et c'est pour ça que ceux qui pensent des questions de civilisation, de machin. Alors, il y a des gens qui demandent où elle est Hidalgo. Bah, elle était tellement petite sur le point qu'on ne peut pas la voir. Mais on la verra ensuite. Mais quand tu as dans des questions de civilisation, de machin, tu captes tu captes des classes sociales qui sont éduqués, qui ont un avis sur le monde général, etc. Bon, bah, c'est des classes qui sont dans le confort, c'est pas des classes qui sont dans l'urgence, voilà. Ouais, parce que ça, c'est super intéressant, ce que tu dis, parce que si tu veux, il y a la question de civilisation, tu vois, la question du racisme comme guerre des civilisations, machin, mais ceux qui votent Le Pen, là, en bas à gauche, c'est pas vraiment cette question-là qui les intéresse, c'est le racisme comme gestion de la pénurie. C'est-à-dire qu'en bas à gauche, c'est les gens qui sont dans la Exactement. pénurie. Et donc, ils tombent Mmh. soit dans le vote Mélenchon, c'est-à-dire, bah, on va gérer la pénurie en prenant aux riches, en redistribuant, dans des trucs comme ça, une gestion égalitaire de la pénurie, ou une négation même de la pénurie en disant, bah, s'il n'y en a pas assez, c'est juste parce qu'il y en a des mecs qui s'en foutent plein les poches, il n'y a pas de plein les poches, il n'y a pas de pénurie. Ou alors les gens qui disent, ah bah non, s'il y a la pénurie, c'est moi je suis pas forcément dans un truc de guerre des civilisations machin comme sur CNews, mais quand même les Arabes nous volent notre boulot et puis voilà. Et c'est pour ça que quand tu es dans la sphère de la pénurie, si tu commences à reprendre le discours de Le Pen, c'est-à-dire à ne pas le désamorcer comme fait Ruffin, bah là t'es baisé parce que les gens ils vont voter pour le discours qui est le discours raciste de gestion de la pénurie. C'est pour ça qu'en fait l'antiracisme c'est le nerf de la guerre dans la sphère de la pénurie si t'es à gauche. Parce que c'est vraiment Exactement. la première chose que les gens vont faire, c'est de dire ah bah les Noirs et les Arabes ils en ont trop et du coup on doit garder pour nous. C'est vraiment le truc de gestion de la pénurie le plus simple et c'est le truc de Le Pen quoi. Ils vont plutôt voir justement le problème de l'immigration, le problème de des aides sociales, et cetera, des assistés et tout, plutôt que les logiques de grands remplacements, et cetera. Vous voyez, par exemple, alors il y en a qui en font partie, hein, voilà, mais vous voyez, par exemple, Le Pen et Zemmour, c'est pas du tout au même endroit. Et Pécresse, elle a disparu du cercle, elle s'est fait exclure du cercle électoral parce qu'elle a commencé à parler de grands remplacements. Ben ça, c'est des trucs qui parlent à des bourgeois d'extrême droite, quoi. C'est pas des trucs qui vont parler aux classes populaires qui sont justement dans la concurrence sociale et qui pensent qu'il faut la préférence nationale pour les allocs, etc. Ça n'a rien à voir avec les débats du grand remplacement. Ça peut se croiser, mais des débats du grand remplacement de Zemmour. Ça va donner un environnement global de il faut pointer les mêmes du doigt, etc. Mais ça va pas se distribuer de la même manière. Ouais, c'est super intéressant. Il y a quelqu'un qui met Le Pen égale racisme économique, Zemmour racisme culturel. Bah, il y a un peu de ça Ouais, en il y a vrai. un peu de ça. Enfin, Un faut pas non racisme plus des être trop valeurs, un général racisme parce que ça se existentiel croise. chez Zemmour. Mm. Euh, On va passer à la dernière parce que j'ai mis la dernière grande élection. Comment dire nationales qui étaient les européennes de 2024. J'ai pas mis les élections avec le NFP et la NUPES parce que ça brouille un peu le truc, mais on pourrait le faire. Voilà. Hop. On va pas refaire la NUPES. Vous voyez ce qui se passe? Alors Bardella là me là là là. droitise. Vous voyez Oh notre là là, Bardella? Bardella le bourgeois. Let's go, Mélenchon à gauche de Bardella, boum. Pourquoi j'ai mis Mélenchon? Il fallait que je mette Aubry, mais bon, c'est parce que j'ai gardé les mêmes intitulés. Bon, Mélenchon, faut mettre Aubry, hein, voilà. Ah non, il est Et pas à donc, gauche, ouais, c'est l'abstention, oui, oui, parce que voilà. Aubry, c'est pas Mélenchon, c'est Aubry, ouais, qui est Le là, petit et cercle à l'abstention à l'intérieur de gauche de Bardella. l'abstention, vous voyez? Ah oui, parce que l'abstention, les gens votent moins, les pauvres votent moins aux européennes,
Et donc du coup, l'abstention se retrouve à gauche cette fois-ci. Exactement. Les gens exploités se retrouvent à gauche de Bardella, quoi. Mmh. Et vous voyez donc le petit train-train qui est en train de faire Bardella. Je vais juste vous montrer l'alignement parfait des cercles. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Tu vois, 2 cercles totalement parallèles, c'est Desfontaines et Maréchal. J'y peux rien, c'est pas Oh moi qui là là décide. là 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 là. C'est pour ça que Desfontaines, il défonçait, il essayait de défoncer des gars d'extrême droite et tout, pendant les débats, Et en les fait. 2, ils s Desfontaines, il est dans le cercle de Marion Maréchal. je n'y peux rien, c'est C'est le c'est la graphique qui le même. dit, hein, c'est Ils ont purement le concret. même centre électoral, ils ont la même distribution en composition. J'y peux rien. Qu'ils aillent faire, un procès à l'IFOP ou à l'Ipsos, moi j'y peux rien. Mais Ça vous veut dire qu'il y a voyez? des catégories socio-professionnelles où à la machine à café, on dit tu votes Marion Maréchal, moi je vote Desfontaines, quoi. C'est ça que ça dit quand même, hein. En fait, tu te dis, c'est les mecs, ils ont des débats, mais c'est ça qui est intéressant. C'est de la même manière qu'on dit que le Mélenchon, l'abstention et Le Pen, ils ont un conflit à gérer, idéologique. Desfontaines, son conflit idéologique, il est avec Zemmour, tu vois. Ils sont dans les mêmes thèmes, quoi. Les thèmes civilisationnels, l'idée de la France, blablabla, tu vois, c'est vraiment, voilà. Et, euh, et donc, bah, Toussaint, vous voyez les verts? Toussaint, c'est toujours au milieu, comme C'est ça, là, Jadot. qui C'est flotte, quoi. Jadot, Hamon, tout ça. Exactement. Et Glucksmann, ah, regardez, Glucksmann, il est où? Ah, bah dis donc, il est exactement sur le Macron de 2022. Intéressant. Très intéressant. Et donc, ce qu'on voit, c'est notre Bardella qui commence, et là, ça va être un vrai sujet, à sortir du cercle. Ouais. Et donc, la question de savoir si est-ce que Non, à Bardella re-rentrer dans le cercle. Il était, ouais, à re-rentrer dans le cercle. Le Pen était sur le bord du cercle, lui, il re-rentre dans le cercle. Il re-rentre dans le cercle et il se déporte, il remonte et il se déporte à droite. C'est-à-dire que c'est une dynamique. Alors, beaucoup d'abstention aux européennes, donc il faut faire attention, mais c'est une dynamique sur lesquelles ils sont partagés au RN, parce que il faudrait qu'ils aillent à droite, d'accord, vers l'espace Fillon-Macron qu'on a vu tout à l'heure, pas dû en 2017, mais au risque de perdre le vote populaire, c'est-à-dire au risque de l'envoyer, ce vote populaire, dans l'abstention, etc. D'où le fait qu'ils ont 2 stratégies. Stratégie de normalisation à fond, non, on vote pas la censure, on est là pour pas bordéliser, contrairement à l'AFI, ou la stratégie de voter la censure, vite une présidentielle, on bordélise, etc. Ils sont partagés entre les deux. Et ça, c'est très bon pour notre espace à nous, qui est l'espace gauche, Mélenchon, etc. Ouais, Et juste, Valérie Ayer, elle s'est déportée vers la droite encore, hein. ouais, encore Elle est plus, ouais. encore plus c'est encore plus vraiment les exploiteurs radicalisés qui votent encore Macron, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Donc c'est vraiment, vous voyez, le vote Macron explose en termes de centre électoral. Glucksmann-Macron, il explose entre les deux. Voilà. Et il Et vient il y a un chercher. truc hyper intéressant, c'est de voir là-dedans le NFP. Le NFP, en fait, c'est une alliance entre des gens qui sont quand même assez lointains, et on comprend pourquoi il y en a 3 qui tapent sur la FI. C'est Et parce on que quand comprend tous les surtout 3 se pourquoi. retrouvent en concurrence avec Macron et Zemmour, c'est compliqué pour eux de commencer à dire qu'ils sont d'accord avec Mélenchon, tu vois. Exactement. Et on comprend pourquoi c'est l'alliance du carpe et du lapin. Et que la bêtise de croire que quand les trois sont divisés, ils maximisent leur potentialité. Quand ils sont unis, ils se réduisent. La stratégie d'avoir une seule candidature fait que tu vas prendre un peu de Mélenchon, mais tu vas en perdre. Tu vas prendre un peu de Glucksmann, euh, mais Et tu tu vas en vas perdre en. par chez ailleurs, ouais, chez Et ils Macron. vont en perdre, et puis un peu de Toussaint, etc. Et ça va rien donner. Ça veut dire que tu vas faire une addition qui te paraît à 35, puis au final, tu vas avoir 28. C'est ce qui se passe avec le NFP. Pourquoi? Comme tu l'as dit, parce que c'est des gens qui sont pas dans le même espace électoral. C'est ce qu'on voit en fait. Je ferai les diagrammes pour les législatives, les gens, je les ai pas encore fait, mais il faudrait qu'on regarde à l'intérieur une sous-distribution. Vous voyez? Mais en fait, si vous faites un truc, si on fait vite fait un barycentre ici, bah, vous voyez que bah, le NFP, il est à peu près au milieu là. Donc il va perdre un peu sur le populaire de Mélenchon, il va perdre un peu sur les dominants de Toussaint, et puis il va perdre un peu sur les classes supérieures de Glucksmann. Voilà. Donc il va pas maximiser parce qu'il va être confus.
Voilà, il va être confus, il va pas être clair. Donc la vraie stratégie pour Mélenchon et la FI, c'est de rester dans cet espace-là et d'attaquer l'abstention en premier et d'attaquer Le Pen sur l'antiracisme, justement pour cliver les gens dans cet espace-là et les pousser à venir voter et à voter contre Le Pen. Ouais, 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 ouais. Et l'intérêt, du coup, comme tu l'avais dit dans une autre capsule, ce serait en 2027, il faudrait qu'il y ait une candidature pour tous ceux là qui sont à droite avec tout ça, en Roussel, Desfontaines, Glucksmann et tout ça là. Donc une candidature, par exemple, disons Tondelier, tu vois. Tondelier qui se présente en 2027, pourquoi pas. Puis de l'autre côté, une candidature de la fille, possiblement, je sais pas, Mélenchon ou Bompard ou Clémence Guettet ou n'importe qui. Ouais, Et il faudrait exactement. qu'il y ait un duel, comme tu disais, à gauche, et qu'au deuxième tour, Tondelier, elle soit forcée d'appeler à voter Mélenchon. Et à ce moment-là, on maximiserait. Pourquoi? Parce que deuxième Exactement. tour, tu votes pas pour tes préférences. Donc Mélenchon, il Exactement. fera son 22%, Tondelier, elle fera son 16% en fait. Et au second tour, il y aura peut-être 14%, enfin sur les 16%, il y aura peut-être 90% des gens qui votaient Tondelier, voire plus, parce qu'elles voudront pas Bardella au pouvoir, qui voteront quand même Mélenchon, quoi. Et c'est ça la stratégie. Alors que si Mm. directement il y a alliance dès le début, alors premier tour, il y aura ouais, peut-être 28% Mélenchon, mais deuxième tour, Ouais, il fera 40, quoi. Il se fera défoncer Et en parce qu'il n'y aura pas plus, de réserve de voix. quand tu fais 30, d'accord, ça veut dire que Mélenchon, le candidat de gauche, il va sortir de l'espace de l'abstention et de Bardella, là, et de Le Pen. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va pas maximiser le nombre de gens populaires là-dedans. Il va être obligé Attends, d'aller attends, chercher un les gens ragent sur Tondelier 16%. Je parle d'une alliance. Imaginons qu'il y ait un seul candidat pour ELV et le PS et qu'il n'y ait pas de macroniste de gauche qui se présente. Moi, le 16%, je dirais, tu vois, un Glucksmann qui se présente, mais ça pourrait être un Gabriel Attal, ça pourrait être Tondelier, ça pourrait être n'importe qui, en fait, qui joue une carte de centre-gauche. Un Sacha Houlier, quelqu'un comme ça, tu vois, qui arrive et qui capte le vote des macronistes de gauche, ceux qui restent, même s'ils sont peu, le vote PS et le vote ELV. Et puis qui capte, du coup, 16% des voix. Je dis pas que Tondelier va faire 16%. Si elle se présente toute seule, elle fera jamais 16%. Mais il faudrait, oui, Attal est trop identifié macroniste. Non, mais il faudrait voilà, quelqu'un de centre-gauche qui arrive et qui présente un pseudo-renouveau à la con, là, de centre-gauche, et qui soit forcé a posteriori d'appeler à voter Jean-Luc. Et que ça fasse voter les macronistes de gauche Jean-Luc au second tour. Il n'y a que comme ça que Jean-Luc peut gagner au second tour. Exactement. Et surtout que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un espace Toussaint, la Glucksmann, et puis voilà, ça va créer des débats pour des projets de gauche, a priori de gauche, ok? Même Glucksmann, il est toujours plus à gauche que Le Pen ou Macron, tu vois, on espère, selon lui. Et donc, c'est aussi un moyen pour Mélenchon de rester dans son espace, de concurrencer Le Pen, voilà, et d'aller chercher dans l'abstention, c'est-à-dire en maximisant des débats à gauche. S'il y a un débat, comme je le disais, si demain il y a deux candidatures de gauche importantes autour de 20% les deux, ça maximise les débats de gauche au premier tour. Donc ça crée une hégémonie culturelle de gauche. Si vous êtes déjà qualifié parce que vous avez fait l'alliance du carpe et du lapin, ça veut dire que la question du deuxième tour, ça va être quelle droite en face. Et donc ça va être un débat de droite et d'extrême droite au premier tour non-stop. Qui va empêcher la gauche islamo-gauchiste de gagner? Ce sera ça le débat. Alors que si c'est déjà Bardella qui est qualifié et qu'il y a un vrai débat à gauche, ça va être pour empêcher le fascisme. Est-ce qu'on va vers un projet de gauche vraiment antiraciste, vraiment radical sur la bifurcation du capitalisme, etc. Ou est-ce qu'on va vers quelque chose de plus mou, soi-disant rassembleur, etc. Donc c'est doublement gagnant. Et là, je vais finir pour ça, parce que là, c'est peut-être compliqué. Mais juste, ça montre un truc sur les trois qu'on a vus. S'il y a un barrage à Le Pen dans ce pays, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Oh, le Vous voyez ce bandeur. que je veux dire? Hein? Oh, le bandeur. Je le dis clairement parce que ça se voit, en fait. S'il n'y avait pas la FI qui venait concurrencer Mélenchon dans ces secteurs-là de classe sociale, voilà, mais une gauche vraiment radicale, Le Pen serait déjà au pouvoir. On aurait, comme en Italie, déjà Meloni, comme en Autriche, comme aux États-Unis où il y a eu Trump. Pourquoi Le Pen n'arrive pas au pouvoir? Parce que Mélenchon est son barrage structurel en termes de rapport de classe.
Voilà, parce qu'il vient la chercher dans cet espace-là. S'il n'y avait pas du tout de Mélenchon, c'est-à-dire d'une gauche radicale dans cet espace-là, qui met en difficulté, en doute les classes sociales, salariées, sur le racisme, etc., elle aurait déjà gagné. Oui. Donc le barrage à Le Pen, au Trumpisme, au mélonisme français, c'est Mélenchon et son existence. Ouais, et moi je veux juste que tu répondes à la question parce que de base c'était une capsule sur Tondelier. Je pense que là on a une analyse matérialiste de pourquoi Tondelier est hors sol, n'a pas de ligne politique sur le capitalisme, machin. Bah, quand on voit qui les Verts captent, Et quand on voilà. voit Toussaint, la 2024, qui est la même que Jadot, qui est la même de Hamon, Mmh. on comprend quoi. C'est des On gens qui comprend sont parce que qu'elle est sur des valeurs parce elle est qu'ils n'ont dans pas de des problème espaces. matériel. Ils n'ont pas de problème concret, économique, on va dire, direct. Ils ont des problèmes de valeur, et puis du coup, ils naviguent à vue pour essayer de dire l'écologie, c'est une valeur suprême, quoi. Et vous avez vu, ils sont tout le temps au plus haut de l'axe de domination. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à se distribuer sur le rapport capital-travail. Et c'est pour ça que quand on lui pose les questions sur le capitalisme, elle saigne du nez. Parce qu'en fait, tout le rapport du travail, du capital-travail, elle ne le comprend pas. Elle n'est que dans la distribution de l'axe de domination et elle ne capte que des gens privilégiés, dominants, qui ne comprennent pas le rapport capital-travail. Voilà. L'archétype de ça, c'est quand ils avaient remplacé, tu sais, à un moment donné, ils parlaient de personnes en situation de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils remplaçaient l'exploitation par un espèce de truc de domination, tu vois, comme si la pauvreté c'était une domination, tu vois, et qu'il fallait avoir pitié avec les pauvres, tu vois. Ils étaient vraiment dans un truc comme ça, comme si la pauvreté c'était ça. Ils nient totalement l'exploitation parce que eux ils sont dans un truc où ils sont au-dessus de ça. Leur problème c'est des problèmes de valeur. Et voilà, ils parlaient de pauvrophobie, tu vois. La Ouais, pauvrophobie, c'est le discours de personnes qui sont purement dans des logiques de valeur et comme eux ils se sentent gentils, ils se sentent de gauche, ils se sentent parmi les bons, un peu comme il y avait avant des espèces de missionnaires chrétiens et tout, bah eux ils sont dans cette position-là à dire bon bah faut être gentil avec les pauvres quoi. exactement, exactement. C'est vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté humanitaire, vertueux, dame patronesse, quoi. Voilà, Donc voilà, bah, voilà, j'espère que voilà ça vous le a graphique. convaincu cette analyse du graphique. On va l'utiliser encore de nombreuses fois sur Ouais, le alors graphique. on va le renforcer, on va le coder pour que ce soit plus joli, parce que là c'est du Excel et du PowerPoint. Mais on va s'en servir un peu plus pour faire des analyses tout au long de l'année. On peut faire des analyses sur plein de sujets avec. Et puis on va pouvoir essayer même de faire des prévisions. Voilà, donc ben voilà, c'est un nouvel outil qu'on a conçu nous avec Padu. Je dis nous, hein, Padu, parce que tu m'as aidé quand même. Mais Moi j'ai une analyse pas piquée des hannetons sur en vrai, ouais. le retour du structuralisme grâce à à ce graphique, hein. Mais voilà, ouais, c'est un truc que je travaille depuis plusieurs années et je compile des données pour faire ça sur mon temps personnel. Voilà. Quand Padu il a vu ça la première fois, il t'a dit, il m'a traité de fou furieux. Ouais, vrai ou pas? Ouais, c'est un truc de ouf comme truc. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as des données qu'ils n'ont pas vues, genre sur la période, genre les années 60, je crois, sur des trucs comme ça, où on voit que c'est pas, ou genre le RPR et tout, l'électorat RPR des années 80 et tout. Et c'est super intéressant de voir que bah, quand tu as un type qui reproduit un discours qui marchait pour une répartition, domination, exploitation différente, bah, en fait, le discours il porte pas. Et c'est pour ça que tu as les preuves, avant 2022, tu avais dit Zemmour fera 7 ou 8%. Parce qu'en fait, il a un discours qui représente 7 ou 8% en fait en masse. Quoi. Il a un discours du RPR où avant ça marchait parce que les gens étaient répartis au niveau, au niveau idéologique dans le graphique ici. Sauf qu'en fait, ben, les gens se sont barrés entre temps. Donc tu peux pas tenir le même discours que dans les années 80. Mais carrément, mais on peut le faire avec tout parce que justement, l'algorithme. L'idée c'était pour finir là-dessus, mais je vois plein de gens qui veulent participer, mais carrément, je me suis jamais posé la question, mais si on peut faire on pourra peut-être faire enfin, on le dira quand on le lancera, s'il y a des gens qui veulent participer, qui savent coder, qui veulent faire des trucs, pas de souci, enfin, on va y réfléchir. Mais justement, l'idée, c'était de faire quelque chose qui nous permette de faire de l'analyse du vote sans passer par ce qu'on appelle du qualitatif, du sondage, c'est-à-dire les gens, et de faire de la prévision de vote sans passer juste avec des données objectives, voilà, sans passer par ce que les gens disent.
Parce que souvent, ce qu'on considère, c'est que les gens, bah, ils sont pas forcément très lucides sur leur vote, etc. Donc là, c'était de se dire, voilà, on va prendre toutes les données. Si on prend que les données de capital, comme fait Piketty ou comme vont faire des marxistes rabougris, on va pas y arriver. Si on prend que des données de sociologie un peu universitaire, on va pas y arriver non plus. Donc on croise les deux et on a un algorithme qui nous distribue ça et qui fonctionne pas mal parce que bah, moi j'ai réussi à faire des projections. Par exemple, grâce au graphique, j'avais projeté dès janvier, Padu est témoin, dès janvier 2022, voilà, avant l'élection présidentielle, Mélenchon à 22%. Et il a fait 21,95. Justement parce que la distribution était obligée que Mélenchon capte 22%. Le truc qui m'a fait perdre sur le fait qu'il soit au deuxième tour, c'est que j'avais projeté Pécresse plus haut que 5%. Donc je veux dire que c'est Pécresse qui a fait perdre Mélenchon. Et donc voilà. Mais C'est pas donc ça. Pécresse, c'est Roussel, ouais. Ça c'est une take class. C'est pas Mm. Pécresse, c'est Roussel qui a fait. C'est pas Roussel, C'est c'est pas Roussel, Pécresse qui a c'est fait perdre Pécresse. Mélenchon. C'est ça. Donc Fallait qu'elle capte plus d'électorat Le Pen, en fait. voilà. Et donc c'est aussi intéressant parce que ça peut être aussi intéressant pour positionner ce que tu disais, Padus, ce qui va être très, très bien, c'est à un moment donné, quand vous mettez le débat sur tel sujet, quel PCS ça va activer et est-ce que vraiment c'est des débats qui sont dans votre cercle de conflictualité. Voilà. Typiquement, la laïcité, c'est vraiment un débat que tout le monde s'en fout en bas à gauche, quoi. Là où il y a Marine Le Pen, etc., l'abstention. C'est pas que les gens sont anti-laïcs, mais c'est pas un problème pour eux. Voilà. Et quand vous êtes sur ces genres de conneries d'islamisation, de l'identité de la France, etc., bah voilà, vous faites du Roussel, bah vous allez discuter avec Zemmour, quoi. Ouais, Alors, il y ouais. a les gens qui disent, imaginez un troisième axe, racisme, antiracisme. Oui, comme je dis, c'est pas pour le graphique, il sert pas à dire qu'est-ce qui est le plus important en termes de conscience et de débat politique. Au contraire, ce qui va faire ressortir le graphique, c'est de dire il y a un espace dans la division du travail qui n'est pas forcément plus prégnant que le racisme, antiracisme. Voilà. Et dans cet espace-là, la question de l'antiracisme va être fondamentale. Oui. Moi, le graphique, c'est ça que ça dit. C'est de dire si vous êtes dans le même espace que Marine Le Pen, qui propose un pacte racial, de fait, si vous voulez exister dans cet espace-là, il faut être antiraciste. Sinon, vous n'existerez pas dans cet espace-là. Donc, le graphique, il ne faut pas croire que c'est un truc classiste ou économiciste. Non, au contraire, il vient dire, bah, puisque vous êtes déjà dans le même espace de classe, si vous divisez pas, si vous fracturez, si vous fracturez pas et vous n'êtes pas en conflit avec Le Pen sur le racisme, eh ben vous n'existerez pas parce que vous allez valider toutes ces techs, quoi. Donc ça veut dire clairement la conclusion du racisme là, c'est de dire l'antiracisme est fondamental pour la gauche qui veut être populaire. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit et Le Pen doit aussi proposer un pacte social pour exister par opposition. Et bien justement, oui, effectivement, c'est là ce qu'on disait tout à l'heure. Le Pen est toujours obligé de donner des gages. C'est pour ça que vous voyez toujours Le Pen dans cet espace-là populaire, donner des gages où on ne sait pas trop. Elle marche sur des œufs, sur la retraite à 60 ans, sur le SMIC, sur augmenter le pouvoir d'achat des Français, mais c'est les cotisations. Vous voyez, parce que si elle était vraiment dans l'espace de droite qu'on a vu Fillon 2017, elle s'en battrait les couilles de ça. Elle aurait un électorat totalement différent et donc elle pourrait dire, allez, on s'en fout des impôts, tout le monde travaille plus longtemps, regardez les artisans, ils travaillent jusqu'à 70, etc. Non, comme elle est dans cet espace-là, elle est obligée d'avoir des mesures sociales pour être en conflit avec Mélenchon. Yes, 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 yes. Bon, eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Sur ce, merci à tous. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous aider. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, la chaîne principale, au Twitter de Position Revue, d'aller voir sur Position Revue l'Empire masculin, le dernier numéro de Position Revue. Exactement. Et puis, si vous voulez, il y a un mail de Position Revue, peut-être si vous voulez contacter pour Elle parler de est ça. sur le ça rien. site contact @position revue. Il y a plus de fautes d'orthographe dans leur mail? Il n'y en avait pas, hein. Il y a quelqu'un qui avait une version, je sais pas. D'accord. On Bon, et ben, rafraîchit depuis 2 ans. ok, ok. Et ben du coup, voilà, n'hésitez pas à contacter si vous voulez peut-être participer à ce genre de travail. Je sais pas si Position Non, acceptera non, mais on de va y travailler réfléchir avec parce vous, mais que je ça vois peut être votre intéressant. enthousiasme, ça fait super plaisir. Moi, je faisais tout ça un peu comme un nerd sur Excel, mais carrément, on va proposer un projet plus large si ça vous dit.
En vrai, ça pourrait être super bien sur un site interactif, un peu Ouais, comme ouais, c'était Picliti le avait but. fait. C'est vraiment, je sais que c'était ton projet et tout avec le frérot, graphiste, mais c'est du boulot, mais ça, ce serait super bien parce que ça permettrait aux gens, d'aller voir un peu les données, de travailler. Parce qu'en fait, à partir de ce graphique, tu peux faire toutes les analyses du monde, tu vois? Tu peux vraiment analyser, partir dans des analyses même sur, quelle littérature plaît à quelle classe sociale. Tu peux vraiment Exactement, faire des trucs exactement. super intéressants, en fait, Mmh, là-dessus. exactement. C'est ça l'idée. Bon et ben, sur ce, on vous dit à plus. Ciao.